Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Avant d'aborder le sujet de cette vidéo, je reviens sur l'actualité française. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 mars, ça fait depuis 2 jours que les manifestations commencent à grossir, aussi bien à Paris que dans les plus importantes grandes villes, évidemment émaillées d'incidents, de feux de poubelle. D'ailleurs, on a pu voir que l'armée avait été réquisitionnée pour nettoyer certains quartiers huppés de la capitale. Aujourd'hui, la préfecture a déclaré ce que justement je me posais la question, comment est-ce qu'on a pu organiser des manifestations à la fois aux Invalides et à la Concorde. Aujourd'hui, la préfecture, finalement, on s'y attendait, vu la montée un petit peu en température, a interdit les manifestations place de la Concorde. À l'heure actuelle, je ne sais pas si des gens vont finalement braver l'interdiction. Le fait est que si jamais des gens bravent l'interdiction, ça risque de se friter. Néanmoins, les manifestations continuent dans la plupart des villes. On a Aurore Berger qui a demandé à ce que soient protégés les députés, puisque apparemment un certain nombre de députés aujourd'hui ont reçu des menaces de mort. On a Macron qui n'a toujours pas pris la parole au vu de la tension, au vu du bras de fer qui est en train de se produire. Nous avons une confirmation que finalement la NUPES ne déposera pas de motion de censure, tout comme le Rassemblement national, et suivra la motion de censure déposée principale par l'IOT. Actuellement, au sein des Républicains, évidemment, je pense que le parti va exploser dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc la situation est tendue, sachant que le 49.3, pour l'instant, est toujours d'actualité. L'inquiétude, elle vient de la part des syndicats. Les syndicats, comme je vous l'avais dit, ont cette fonction d'essayer de canaliser les colères, de canaliser les contestations, adoubées évidemment par le système, puisque les syndicats prennent en charge la responsabilité de l'organisation des manifestations pour essayer de servir un petit peu de soupape de sécurité. Sauf que là, les syndicats vont décider de vouloir reconduire les mouvements. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que la situation devient incontrôlable. Et il n'est pas loin l'instant où des gens vont commencer tout simplement à manifester à la façon des Gilets jaunes, c'est-à-dire sans cadre, sans légalisation, sans force de l'ordre, ou je ne sais plus comment on appelle ça, de service de maintien de l'ordre, pardon. Donc, oui, en effet, c'est assez tendu. C'est assez tendu. On va voir ce qui va se passer ce week-end et surtout on va voir comment ça va repartir lundi. Le 49.3, s'il passe, malgré la motion de censure, quoique la motion de censure pour l'instant est bien partie pour finalement foutre le 49.3 à la poubelle. Et je rappelle, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, en coulisses, Emmanuel Macron a menacé de dissoudre l'Assemblée si jamais le texte était rejeté. Festival. Et avant de commencer, une autre petite nouvelle, je viens juste de consulter, même si l'information date depuis hier, Donald Trump pourrait être interpellé mardi, voire arrêté, pour répondre de chef d'accusation sur les événements du 20 janvier 2020. Souvenez-vous, dans une vidéo, je vous avais dit, ils vont tout faire pour éviter que Donald Trump se représente en 2024. Eh bien, peut-être que là, ils ont enfin une opportunité d'écarter le bonhomme. À suivre. Donc, venons maintenant au sujet de cette vidéo. GPT-4. Intelligence artificielle, on en a déjà parlé, mais là, vous avez peut-être vu, vous avez peut-être entreaperçu que depuis quelques mois, c'est la panique sur les réseaux sociaux, c'est la panique dans les études, les analyses de certaines personnes liées
soit à la fois à l'économie, à la technologie, etc. On avait parlé il y a quelques mois de Midjourney. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous donner un autre nom d'un site qui lui est complètement gratuit, puisque Midjourney, vous avez un essai avec 200 crédits, je crois, alors que vous avez un autre qui est toujours sur Discord, qui s'appelle Blue Willow, et qui est entièrement gratuit, qui est peut-être légèrement moins performant en matière de qualité d'image, mais en sachant utiliser les bons prompts, en règle générale, vous arrivez quand même à obtenir des résultats assez bluffants. Et bluffant, eh bien, GPT-4, depuis sa sortie hier ou avant-hier, je crois, eh bien, est en train de complètement faire exploser les vidéos sur YouTube, parce qu'évidemment, tous ceux qui sont experts en la matière, etc., sont en train de vous dire, là, c'est bluffant. C'est bluffant. GPT-4, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un générateur d'intelligence artificielle qui regroupe finalement ce qu'on avait déjà vu avec Midjourney, avec ChatGPT, etc. C'est-à-dire que GPT-4 est un outil donc d'intelligence artificielle qui, non content de générer du texte, non content de pouvoir générer des images, va pouvoir également générer des images animées, va pouvoir générer des vidéos, voire même analyser des textes et en rectifier les erreurs. C'est-à-dire que GPT-4 va pouvoir se voir soumettre parfois des lignes de code et va les corriger. Si déjà avec Midjourney, on a vu dans une vidéo que j'avais faite l'inquiétude de la profession des graphistes et qui aujourd'hui s'avère commencer déjà à se justifier, puisque déjà vous avez des professionnels qui, pour agrémenter leur site, pour agrémenter leurs supports commerciaux, etc., utilisent Midjourney ou utilisent d'autres outils de génération d'images par intelligence artificielle. Donc évidemment, le marché commence à s'effondrer. Et pas que. On a vu avec ChatGPT que ChatGPT est capable d'écrire des textes, capable d'écrire des articles. Alors des articles, évidemment, on a vu certaines personnes qui ont réussi quand même à démontrer que GPT-4 était quand même bien bridé à l'idéologie bien pensante, puisque sur certains sujets, GPT-4 se refuse littéralement parfois de développer certains concepts, certaines idées, ou d'aborder ou d'écrire sur certains sujets, mais pour des articles de sites internet, etc., GPT-4 finalement fait très bien le boulot. Donc on n'a plus besoin de scribouillards, on n'a plus besoin de pigistes. GPT-4, si Midjourney est à ce niveau, si ChatGPT est à ce niveau, eh bien GPT-4, selon les vidéos qui aujourd'hui vulgarisent un petit peu l'outil, GPT-4 est là-haut. C'est-à-dire que là, on est passé à niveau plus 10. Alors, évidemment, c'est l'évolution de la technologie. Sauf que là, le problème qui se pose, c'est qu'en à peine un an, donc je rappelle, Midjourney, etc., sont apparus au début de l'année dernière pour les professionnels, pour les premiers tests, etc., fin 2022, je crois. En l'espace un an, en un an, on a multiplié presque par 100 la capacité et la puissance de génération par intelligence artificielle. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, GPT-4 est en train de démontrer qu'il va encore plus loin dans la capacité à peut-être demain remplacer l'homme dans certaines fonctions, dans certains métiers, dans certaines capacités de création, d'écriture, d'imagerie. Alors, ça ne remplacera pas complètement, il y aura toujours évidemment des imperfections de par cette intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous avez utilisé Midjourney ou si vous avez utilisé d'autres outils de génération d'images, vous vous rendez compte que parfois, certaines images, vous avez besoin quand même derrière d'avoir un travail de retouche, ne serait-ce que déjà au niveau des textes,
les outils ne sont pas capables de reproduire des textes complets. Par exemple, si vous voulez faire une affiche avec un titre, des sous-titres, etc., en règle générale, il va vous générer, mais vous allez voir que les lettres, c'est n'importe quoi, puisque l'algorithme qui fait fonctionner cette intelligence artificielle, en règle générale, c'est que cette intelligence artificielle va chercher sur Internet ce qui correspond à ce que vous avez écrit en tant que prompt. Et à partir de ces éléments qu'il va piquer sur Internet, il va essayer de construire des images. Or, voilà, pour l'instant, sur certains sujets, sur certaines thématiques, c'est extrêmement bluffant. D'ailleurs, je vous en mets quelques exemples ici, vous verrez, la Midjourney, vous voyez la qualité d'image, la qualité du grain, avec la capacité, évidemment, de pouvoir produire des images. Il n'y a quasiment pas de limite d'ailleurs de création d'images. Vous pouvez même demander à cette intelligence artificielle de créer de l'art contemporain, de l'art abstrait. Plus votre prompt, le prompt c'est le texte qui permet à la machine de générer l'image, est précis au détail près, plus votre image va évidemment correspondre à ce que vous souhaitez. Mais il y a toujours quelques petites imperfections. Petite anecdote, qui est une des imperfections qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs sur les intelligences artificielles en génération d'images, c'est les mains. Il y a des fois, soit il vous met 3 pieds, 3 bras, ou alors il y a 8 doigts aux mains, etc. Alors, en persévérant, etc., vous pouvez réussir à modifier et à rectifier ces erreurs, mais pour l'instant, je répète, on est sur presque un petit peu plus d'1 an de cette technologie. Donc imaginez dans 2-3 ans, quand ces technologies vont véritablement s'affiner, se perfectionner. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement aller piquer des trucs à droite à gauche, c'est aussi, à un moment donné, apprendre à rectifier, apprendre à modifier, apprendre à perfectionner sa génération. Et ça vaut ici pour du texte. Pire, aujourd'hui, vous le savez, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a un secteur qui est plutôt prolifique, qui est le coding. Le coding, c'est la capacité de pouvoir écrire des codes dans différents langages pour créer des objets, créer des sites internet, créer une multitude de choses, créer des programmes, des petits programmes. Surtout que le secteur du coding a énormément explosé grâce à l'évolution de la technologie du smartphone, puisque le smartphone, au bout d'un moment, avec Internet, eh bien, on avait besoin d'applications. Donc, à partir de là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le coding, aujourd'hui, qui ont gagné énormément d'argent parce qu'ils ont été très prolifiques et très productifs. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, le coding, comme beaucoup de métiers, beaucoup de secteurs qui tout d'un coup étaient des secteurs porteurs, eh bien aujourd'hui, le coding est complètement saturé. Donc, pourquoi? Parce que, justement, depuis quelque temps, le coding est de plus en plus accessible et il y a même des fois des leçons gratuites sur YouTube pour vous apprendre à faire du code. Sauf que le temps que vous allez passer à apprendre à faire du code, finalement, ne servira pas à grand-chose parce que votre compétence à coder va être remplacée par l'intelligence artificielle. Parce que oui, GPT-4 va aussi permettre à des gens de créer des codes, c'est-à-dire de faire du coding. Donc, parmi la plupart des vidéos qui actuellement tournent sur YouTube, évidemment la question qui est posée dit combien estime-t-on le nombre de métiers qui risquent demain de disparaître? Je vous l'ai dit, l'année dernière, Midjourney, les graphistes, certains graphistes qui ont commencé à manifester sur Internet contre cette technologie, parce qu'évidemment, ça menace considérablement le marché de la création. C'est-à-dire qu'au lieu de payer des milliers d'euros pour une création, vous pouvez le faire vous-même. Bon, pour l'instant, évidemment, il va peut-être y avoir à un moment donné des réglementations qui vont faire qu'il va falloir prouver que la création que vous voulez utiliser à des fins commerciales a bien été faite par un graphiste. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être des certifications. Mais à terme, je veux dire, il y a des graphistes aujourd'hui qui déjà, vous avez par exemple, je crois, au Japon, vous avez un auteur qui a édité une bande dessinée, donc un manga. Il a juste écrit le scénario.
toutes les images dans le manga ont été faites par une intelligence artificielle. Et aujourd'hui, vous avez une multitude d'ouvrages ou des romans avec des illustrations qui ont été créées par Midjourney ou par d'autres outils d'intelligence artificielle. Pourquoi payer des milliers d'euros des graphistes quand vous pouvez le faire gratuitement? Pourquoi payer des pigistes quand, si vous avez besoin d'un article sur tel ou tel sujet, il vous suffira de le générer par une intelligence artificielle avec quelques photos, et allez-y, écrivez le script sur votre site internet et vous avez votre article. Vous comprenez que, aussi, il va y avoir un aspect très prolifique. C'est-à-dire que là où, pour créer des articles, pour créer des contenus sur les sites internet, vous passez par des personnes qui vous écrivent des articles, etc. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le journalisme d'investigation. Bien sûr que non. Le journalisme d'investigation pourra toujours être utilisé par des journalistes, des êtres humains. Mais ces journalistes d'investigation vont certainement utiliser eux aussi le GPT pour créer une base d'articles sur lesquels après ils vont appuyer leurs investigations, leurs recherches pour affiner leurs articles. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de sites internet qui utilisent des pigistes. C'est-à-dire qu'ils envoient un sujet à une personne, cette personne fait des recherches sur internet, écrit un article et envoie l'article. C'est le principe du pigiste comme on l'avait déjà à l'époque sur la presse écrite, la presse papier. Donc vous voyez l'ampleur du truc. Et demain, comme je vous le dis, avec l'évolution qui va très très vite, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, là, ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de gens sur YouTube qui sont des connaisseurs en technologie, etc. Mais quand on voit leurs vidéos et quand on voit leurs présentations et qu'ils disent « mais là, on est à un niveau... » Attention, ils sont presque limite en train de vous dire que ce qu'on utilise déjà, qui est assez impressionnant en matière de ChatGPT et en matière de génération d'images ou de vidéos, enfin d'images animées, c'est pas encore très parfait, mais ChatGPT apparemment, ce qu'on use, c'est la deux chevaux, ChatGPT GPT-4, GPT-4, c'est une Ferrari. Et vous verrez peut-être dans 3, 4 ou 6 mois, on aura un GPT-5 dont on vous dira il est 2 fois, 3 fois plus puissant que son prédécesseur. Donc vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Et cette vitesse, il y a de quoi s'inquiéter, parce que ça veut dire que à terme, comme je vous le dis, dans 2, 3 ou 4 ans, il va y avoir des secteurs d'activité où on n'aura plus besoin autant de gens. Imaginez tous les jeunes qui veulent faire du journalisme. Mais il va y avoir un moment donné où il y aura trop de journalistes. Il n'y aura plus assez d'offres par rapport à la demande. Exactement aussi pour les développements des petites applications pour smartphone. Vous allez avoir des tas de jeunes qui vont sortir avec des diplômes de coding, d'informatique, d'IT, etc. Mais il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus assez de place pour tout le monde. Il est là le problème. C'est-à-dire que pourquoi des sociétés s'emmerderaient à payer quelqu'un quand elles peuvent utiliser des outils, ou même payer 10 fois moins cher une prestation par un site avec tout ce qui pourrait être mis en place évidemment sur les matières de commercialisation, de droit, puisque je rappelle tout ce que vous créez actuellement sur les intelligences artificielles sont du domaine public, c'est-à-dire qu'elles ne vous appartiennent pas. Vous pouvez les utiliser, mais vous ne pouvez pas revendiquer des droits sur ces images, puisque ces images, elles sont conservées en archive par les sites en question. Donc la question, oui, elle est cruciale. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'à quelle capacité on va atteindre pour, à un moment donné, transformer littéralement des marchés professionnels, au point que si aujourd'hui on a besoin de 100 personnes pour faire tourner
ces secteurs, demain on n'en aura plus besoin que de 10 ou 5. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Elle aura toujours quelques imperfections et on aura toujours besoin d'êtres humains avec des compétences, etc. pour modifier, comme je vous disais tout à l'heure. Les images mid-journée, si vous voulez vraiment une belle image, il y a des fois, vous êtes obligé de repasser derrière avec du Photoshop pour modifier deux, trois petits trucs, 2-3 petits détails que cette intelligence artificielle n'a pas la capacité à un moment donné de perfectionner. Mais... Chut. Donc là, donc je vous dis, GPT-4 qui est sorti depuis 2 jours, il y a un Américain qui a fait une vidéo pour expliquer vraiment les capacités, sa vidéo en l'espace de 24 heures a fait déjà des millions de vues, sur lequel ça pose évidemment beaucoup de youtubeurs et qui font référence justement à ce monsieur pour expliquer, vulgariser un petit peu le sujet. Donc ouais, il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que pour moi qui viens du domaine, ma formation initiale est informatique. Donc moi je connais le fait que l'informatique c'est un domaine qui a toujours été très très vite, qui a toujours été très rapide. Tellement rapide qu'à un moment donné, je me souviens dans les années 90, les constructeurs, aussi bien de microprocesseurs, etc., et à un moment donné, ils se sont tous mis d'accord pour dire, bon, on va ralentir un petit peu l'allure, parce qu'évidemment, le marché était complètement saturé. C'est-à-dire que vous achetiez un ordinateur 1000 €, avec la dernière puce puissante, 6 mois après, votre ordinateur était déjà dépassé par un autre ordinateur encore plus puissant, et votre ordinateur avait déjà perdu la moitié de son prix. Et pareil pour les concepteurs de logiciels, pour les concepteurs de systèmes d'exploitation. On le voit bien avec Windows aujourd'hui, tous les gens qui ont un Windows 10, dites-vous bien que de toute façon, dans 2 ou 3 ans, va falloir changer votre ordinateur si votre ordinateur ne peut pas recevoir Windows 11. Ça a toujours existé. Ça a toujours été comme ça. Sauf qu'ils ont agrandi un petit peu l'échelle, parce qu'il y a un moment donné, dans les années 90, on s'est rendu compte que ça ne suivait pas. En plus, avec tous les problèmes techniques, les problèmes commerciaux qui se sont incrémentés, etc., qui fait que si vous êtes informaticien, je n'ai pas besoin de vous dire la considération que nous avons tous envers Windows, mais que malheureusement, Bill Gates, à son époque, a réussi à envahir et à créer une véritable hégémonie par Microsoft dans le domaine de l'informatique. Alors, oui, il y a d'autres systèmes aujourd'hui, mais c'est des systèmes, même si Linux est un système encore abordable, il y a d'autres systèmes d'exploitation qui existent. Alors là, je ne parle pas de Apple, mais pour le grand public, pour 90% des utilisateurs d'informatique, voilà, Windows reste la référence. Pourquoi? Parce que c'est des produits qu'ils connaissent, c'est des produits sur lesquels les gens sont formés, et on ne va pas leur demander de changer littéralement pour un autre système d'exploitation. Donc, la rapidité de la technologie, je sais ce que c'est, j'en suis conscient, mais même là, en étant un connaisseur informatique, je fais partie de ces gens qui disent « Waouh, oula !» Là, en l'espace de quelques dizaines de mois, oui, c'est vrai, on est passé de la 2 chevaux à la Ferrari. Alors, c'est pour ça, l'inquiétude qu'il faut avoir, c'est dans les 2 ou 3 ans, où est-ce qu'on va aller? Donc c'est pour ça que certains métiers qui existent aujourd'hui ne pourraient pas disparaître complètement, mais là où aujourd'hui on a besoin peut-être de 1000 personnes, mais je vous dis dans 2-3 ans, peut-être qu'on n'en aura plus besoin que de 10, parce que tout le reste du travail sera en amont, effectué par une intelligence artificielle. Et ça rejoint finalement ce que Klaus Schwab disait dans son livre en faisant la référence de l'étude qui avait été faite, que d'ici 2035, 83% des métiers disparaîtront. Ils ne disparaîtront pas totalement, mais ils seront effectués par des automatisations, par des intelligences artificielles, par des robotisations. Puisque l'intelligence artificielle, dites-vous bien que ces produits
très ludiques, très amusants, dangereux pour certains, ne sont en réalité que des étapes pour permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre. Et à terme, quand elle aura appris suffisamment, on pourra la développer sur d'autres secteurs. D'autres secteurs où, actuellement, ce sont des êtres humains. Mais qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle aura la capacité d'analyse, de résoudre des problèmes simples et de remplacer l'être humain. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans des stocks, vous avez encore des gens qui font des inventaires. Eh bien, il suffirait que vous organisiez votre stock d'une certaine manière, et à un moment donné, cette organisation, alors évidemment qui sera très rigide, permettra de remplacer la personne qui fait l'inventaire par une machine. Il n'y aura plus besoin d'être humain pour juste lire les codes barres, compter le nombre de cartons, etc. Une machine pourra très bien le faire. Le ménage. Le ménage de grande surface, ça existe déjà aujourd'hui. Puisque même chez vous, peut-être, vous avez ces fameux petits robots. Alors, évidemment, c'est des petits robots avec des programmes très très simples. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un nettoyage très succinct, pas compliqué. Mais imaginez votre robot dans 10 ans, avec l'évolution de la technologie. À l'échelle industrielle, pourquoi payer des sociétés avec des femmes de ménage quand des robots peuvent le faire à la place pour beaucoup moins cher? Grâce, encore une fois de plus, à un système par intelligence artificielle, c'est-à-dire que tous les robots, de façon autonome, évidemment, ne possèdent pas leur intelligence artificielle, mais sont connectés à un réseau. Et tout d'un coup, on se retrouve peut-être sur un système qui fonctionne un petit peu comme une fourmilière. C'est-à-dire que chaque robot a une fonction propre, chaque système interconnecté, communiquant entre eux, savent à la fois confirmer, traiter, exécuter. Et là, vous avez, oui, petite fourmilière, sauf que c'est une fourmilière de robots, reliée par un réseau, reliée à une intelligence artificielle, qui aidera, permettra, déterminera, résoudra les problèmes auxquels les robots sont confrontés. Il y aura toujours une présence humaine, bien sûr, mais encore une fois, ce qu'on a déjà connu par le passé. Souvenez-vous, les chantiers navals. Il y a peut-être 50 ans, vous aviez besoin d'une vingtaine de soudeurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 ou 3. 2 ou 3 parce qu'ils sont formés. Alors, 2 ou 3 qui coûtent plus cher que les 20 soudeurs que vous aviez avant. Pourquoi? Parce que ces 3 soudeurs sont beaucoup plus qualifiés. Parce qu'ils sont capables, évidemment, de faire de la soudure en tant que professionnels, mais aussi d'utiliser des machines qui vont faire de la soudure. Puisque il faut bien qu'il y ait quand même une personne qui sache ce que c'est que de la soudure pour vérifier si la machine a bien fait la soudure correctement. Sauf que là, il n'y a plus besoin que de 3 personnes, au lieu des 20 que vous aviez il y a 40 ou 50 ans. Donc, je vais terminer en vous rappelant que quand Klaus Schwab, dans son livre Le Great Reset Covid-19, rappelle que l'étude qui avait été faite, alors je ne sais plus par quel organisme, dit 83% des métiers disparaîtront d'ici 2035, force est de constater que, encore une fois, eh bien aujourd'hui, nous venons d'avoir une preuve flagrante que oui, des métiers, ou tout du moins la disponibilité ou les besoins professionnels dans certains secteurs seront clairement et nettement moins demandeurs par rapport à l'offre.
On y reviendra parce que l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet. Sauf que là, depuis quelque temps, force est de constater que si encore, il y a à peine un an et demi, les gens, intelligence artificielle, oui, c'était quelque chose d'assez vague, une imagerie collective de quelque chose, souvent en référence au cinéma. Blade Runner, les Nexus 6 sont des intelligences artificielles, puisque ce sont des êtres fabriqués, ce sont des humanoïdes artificiels. Sauf que là, il y a des gens qui, professionnellement, tout d'un coup, vont se retrouver en face de cette réalité. C'est-à-dire, tout d'un coup, se dire « Hey, on t'envoie en formation, etc. » Et durant la formation, la personne va se dire « Mais, ok, on me forme pour utiliser de nouveaux outils, mais ces outils-là, quand ils vont continuer à évoluer, continuer à se perfectionner, mais il y a un moment donné où moi je sais, je vais plus servir à rien. » Vous savez, c'est un sentiment qui est assez étrange. C'est un sentiment que j'ai connu. Car quand j'ai été formé au numérique en tant que projectionniste, avant même de recevoir le matériel, et du fait déjà de ma formation initiale en informatique, tout de suite j'ai dit à mes collègues, les gars, je pense que là, c'est le début de la fin. Alors certains disent, mais non, il y aura toujours besoin d'opérateurs pour faire la main. Non, 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 non. Budgétairement, vous croyez que la société va payer des mecs juste pour passer un coup de dépoussiérage? Et quand le numérique a commencé à arriver, mes collègues se sont souvenus de ce que je leur avais dit 1 an ou 2 ans avant, et m'ont dit, mais ouais, t'as raison, c'est 75% de notre métier qui disparaît. Et en 2012, j'ai quitté mon métier. 1 an après, les syndicats et le patronat se sont réunis pour négocier un nouvel accord de branche pour redéfinir un statut d'opérateur projectionniste. En réalité, l'opérateur projectionniste a complètement disparu. C'est-à-dire qu'ils ont créé en fait un statut complètement bâtard. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé en fait les jeunes qui avaient leur CAP pour en faire des... Alors, ils étaient légèrement mieux payés que des agents d'accueil, c'est-à-dire les gens qui vont à la caisse, qui contrôlent le billet ou qui vendent des pop-corn, parce qu'ils avaient quand même le CAP, parce qu'ils avaient des notions techniques qui étaient quand même un petit peu encore utiles à l'époque pour les cinémas. Mais voilà, le métier d'opérateur projectionniste était déjà dans la benne. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte que les Américains, eux, ils avaient déjà 5 ans d'avance, c'est qu'ils avaient déjà dégagé tous les opérateurs projectionnistes. Il n'y avait plus d'opérateurs projectionnistes dans les cinémas. Donc, à un moment donné, vous dites, en l'espace de 3 ans, il y a eu un bouleversement, littéralement, dans le secteur de la projection, dans le secteur des opérateurs projectionnistes. Alors aujourd'hui, il existe encore des opérateurs projectionnistes dans certains cinémas, mais souvent, ce sont des projectionnistes à qui on demande de ne pas faire que de la projection. C'est des fois de tenir la caisse, ou de faire le contrôle, etc. Même des fois, de tenir tout seul un cinéma, si c'est des petits cinémas de village, avec une seule salle, ou truc comme ça. En général, si vous allez dans votre cinéma de petit village, où il n'y a qu'une seule salle, etc., dites-vous bien que le mec, ou la personne, ou la femme, il y a aussi des femmes, excusez-moi, qui sont des projectionnistes, qui font l'accueil, qui font le ticket, etc., sont souvent maintenant aussi des projectionnistes. Donc, parce que c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, il faut prendre conscience que vous avez des métiers qui sont à 100%, mais qui, avec la technologie, il y a un moment donné où les gens vont se rendre compte, et encore se rendre compte quand ils ont la capacité de s'en rendre compte, parce qu'il y en a qui n'ont pas la capacité de se rendre compte, il y en a qui ne sont pas très compétents ou très observateurs de ce qui est en train de se passer dans les transformations, les mouvances dans leur secteur professionnel, à cause de la technologie. Mais vous avez des gens qui commencent à se rendre compte que
petit à petit, c'est 10%, 5%, 20% de leur activité professionnelle qui se réduisent. Et donc il y a un moment donné où l'employeur ou l'entreprise va dire « moi je ne vais pas payer 2000 € net par mois une personne qui ne fait plus que 20% du métier pour lequel, à l'origine, on l'avait embauché, parce que les 80 autres pourcents de son activité ont été dématérialisés, ont été automatisés. » Donc, prenez bien conscience que GPT-4 vient de jeter un pavé dans la mare. On en reparlera, suivez bien la chose, parce que ça va être très intéressant, ça va être passionnant, mais aussi peut-être terrifiant pour pas mal de gens. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.